bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population de Kidal. Une collaboration qui a permis de saisir des armes de guerre et des munitions dans la ville. Nous serons avec nos reporters de Kidal au tout début de cette édition. Ouverture à Bamako de la conférence internationale de la jeunesse africaine. L'objectif de cette conférence est de réfléchir sur la problématique de la participation des jeunes au développement de leur pays. Doter chaque bachelier d'un identifiant unique, c'est l'objectif des travaux d'immatriculation des admis de 2024. Les travaux qui se déroulent à Ségou visent une meilleure gestion des effectifs dans les écoles supérieures. Le principe du contradictoire, c'est le sujet de la chronique judiciaire de ce soir. Il s'agit d'un principe qui rapproche les notions de droit de la défense dans la loyauté et dans l'équité. Garibou Pérou nous en dira plus dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. À Kidal, les forces armées maliennes ont mené des opérations qui ont conduit à la saisie d'armes de guerre et de munitions. C'est le résultat d'une collaboration entre les FAMA et les habitants de la ville. Et reportage Sidi El-Medi, Aga Al-Baka et Moussa Togo. Saisie d'une importante quantité de munitions et des armes de guerre par les FAMA à Kidal, la complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations de Kidal se renforce chaque jour. Suite aux renseignements recueillis par la 7e région militaire, une mission commando a été dépêchée sur le terrain. Les FAMA ont découvert une cache d'armes contenant des armes de guerre et des munitions destinées aux groupes armés terroristes. Hier, lundi 9 septembre 2024, nous avons reçu une information faisant état de l'existence des matériels suspects du côté est de la ville, non loin. L'exploitation de cette information nous a permis de cerner la zone et de préparer aussi une patrouille dans la zone ce matin très tôt. La fouille nous a permis de découvrir une cache d'armes et des munitions de guerre. Cette réussite dénote de la parfaite symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les forces vives de Kidal, d'où la satisfaction du commandant du secteur numéro 2 de l'opération Maliko Kidal. Le résultat est le fruit de la franche et fructueuse collaboration entre les populations civiles et les FAMA à Kidal et sur toute la région. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement au nom du commandement militaire l'ensemble de la population de la région en leur demandant de persévérer dans le sens, car c'est en cela seulement que nous pourrons arriver vraiment à bout de ces terroristes. Je félicite également très chaleureusement les hommes qui ont été engagés dans cette opération ce matin, dont la détermination et l'engagement ont permis de parvenir à ces résultats. Les FAMA demeurent engagés pour pacifier toute l'étendue de la 8e région administrative du Mali. Ici à Bamako, le président du Conseil national de transition a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Colonel Malik Diaw et Igor Gromyko ont échangé sur les relations de coopération entre les deux pays. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur a annoncé la venue d'une délégation du ministère de l'Éducation de Russie au Mali. Par la même occasion, il a réaffirmé le soutien total de son pays aux actions de la transition. Igor Gromyko est au micro de Salimata Dao et de Adama Kamara. Les relations russo-maliennes sont au plus haut. Vous savez, nos relations se développent d'une manière très intense, notamment le deuxième sommet Russie-Afrique s'est tenu l'année dernière. Il a été marqué par la présence du président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta. Il a eu une rencontre très fructueuse avec le président russe Vladimir Poutine. Nos deux ministres des Affaires étrangères, M. Diop et M. Lavrov, se rencontrent d'une manière régulière. Il y a peu, en août, le ministre de la Défense, M. Camara, a rendu une visite à Moscou. Nous avons beaucoup de réunions, disons,
façon économique et aussi une visite d'assez de haut niveau est prévue. Une délégation représentant le ministère russe de l'Éducation envisage de se rendre au Mali début novembre. Alors en 2023, le président du SNT, son Excellence M. Diaw, a effectué une visite à Moscou. Il y a rencontré les présidents des deux chambres du Parlement russe, Mme Matvienko et M. Volodine. Alors, nous avons parlé des perspectives du développement de nos relations interparlementaires. Pour la partie russe, la République du Mali est un grand ami. Nous avons tissé vraiment des relations d'amitié et un partenariat sincère. Vous savez très bien que les pays occidentaux, notamment la France, mènent une politique néocoloniale par rapport aux pays africains. Nous le constatons, nous le comprenons et nous le condamnons fermement. Parlant de l'Occident, nous entendons par là les régimes au pouvoir dans les pays occidentaux. On ne parle pas des peuples de ces pays-là. Vous n'êtes pas sans savoir que la Russie mène actuellement l'opération militaire spéciale contre le régime nazi à Kiev, soutenue par plusieurs pays occidentaux et par le bloc de l'OTAN. Nous constatons vraiment la solidarité et la compréhension des dirigeants maliens à propos de l'opération militaire spéciale. Et en tant qu'ambassadeur, je continuerai à contribuer au développement de nos relations. Je le disais tantôt, jeunesse et capacité d'entreprendre les mécanismes de mise en œuvre pour une Afrique émergente. Le sujet est au centre de la conférence internationale de la jeunesse africaine. Organisée par le département en charge de la jeunesse, cette conférence se fixe comme objectif de réfléchir sur la problématique de la participation des jeunes au développement de leur pays. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de la jeunesse, qui avait à ses côtés son homologue du Burkina Faso, Alousseni Touré, pour plus de détails. Les jeunes du Mali et leurs camarades du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée et du Tchad se retrouvent pour réfléchir sur les potentialités à exploiter pour faire émerger le continent. Au nombre des pistes à exploiter, le pouvoir des jeunes dans la gestion des affaires publiques, l'émancipation des jeunes et leur inclusion sociale ou encore le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et le développement. Quand tu parles de développement, tu parles de la jeunesse. Donc nous, en tant que jeunes africains, on se réunit pour d'échanges d'idées et faire des travaux d'ensemble pour développer les idées et puis de faire un mémorandum pour présenter à nos plusieurs autorités du pays pour la mise en œuvre de ces projets. Le ministre en charge de la jeunesse du Burkina Faso a rappelé la nécessité de prendre en compte les pistes de solutions et recommandations de nos autorités dans leur démarche. Ce cadre d'échange vous permettra de dégager, de réfléchir et de dégager les potentialités de la jeunesse africaine pour l'émergence de l'Afrique. Je vais vous reprendre ici le message panafricaniste de son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce jour-là, il nous a dit que pour que vous soyez le fer de lance du développement de l'Afrique, de l'émergence de l'Afrique, il fallait combattre 3 choses. La première, c'était la lâcheté. Il faut vous débarrasser de la lâcheté. La deuxième, c'était la traîtrise. Et enfin, l'incompétence. Pour sa part, le ministre Fomba a réaffirmé le soutien de toutes les autorités de notre pays. Aussi a-t-il demandé aux jeunes Africains de privilégier la critique et l'autocritique avant de s'engager dans la voie de l'émergence. La finalité aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de nos États, des peuples que eux représentent, qu'ils dirigent, afin que ces peuples un jour puissent être souverains. Parce que cette souveraineté n'est pas seulement au niveau du territoire. La souveraineté est également psychologique. Les décisions qui ont été prises et les réformes qui sont prises aujourd'hui, qui ont été mises en place, qui sont conduites par nos plus hautes autorités, que ce soit au Mali et dans les différents pays, obligatoirement doivent être supportées, appuyées, accompagnées par la jeunesse. La conférence internationale des jeunes africains regroupe une centaine de jeunes africains
qui réfléchissent pendant 2 jours sur 4 thématiques. Et parlons environnement, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et ses partenaires techniques et financiers se sont réunis à Bamako pour travailler sur l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité climatique et de son plan d'action. L'objectif de cette rencontre est d'identifier les causes profondes de l'érosion, des tensions sociales et des conflits communautaires liés à la gestion et au partage des ressources naturelles au Mali. Agibou Koulibaly. La rencontre en cours fait suite au premier forum régional sur le nexus climat, paix et sécurité tenu à Bamako, dont l'une des principales recommandations était la mise en place d'une stratégie nationale de sécurité climatique. La concertation nationale qui réunit les autorités politiques, administratives, la société civile, les chercheurs, les planificateurs permettra de faire le diagnostic de l'existant, de poser les défis à relever et donner des orientations pour l'élaboration de la stratégie de son plan d'action de mise en œuvre. Je me réjouis donc que la Belgique, à travers le projet Climat, Paix et Sécurité dans la région de Koulikoro, participe au financement de l'élaboration de la stratégie nationale sécurité climatique du Mali. Je tiens à remercier le PNUD pour la pertinence des activités proposées dans le cadre de ce projet et à réitérer notre engagement à soutenir le Mali dans ses efforts pour élaborer une stratégie nationale de sécurité climatique et un plan d'action ambitieux et efficace. La sécurité climatique est une problématique transfrontalière nécessitant des réponses concertées et une synergie d'action à l'échelle régionale. Et conformément à son mandat, l'ALG, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, a entamé un processus d'élaboration d'une stratégie régionale de stabilisation de la région de l'Iptako-Gourma et dont la sécurité climatique constitue un axe clé. Afin de nous permettre d'élaborer une stratégie régionale sur le triple nexus climat, paix et sécurité. Vos expertises sont essentielles pour l'élaboration de notre stratégie nationale de sécurité climatique et son plan d'action. Nous avons la responsabilité de bâtir une stratégie qui soit à la fois ambitieuse et réaliste, tenant compte des spécificités de notre pays et des aspirations de notre peuple. Une stratégie qui intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable. Au terme des 3 jours de discussion, les participants proposeront des recommandations afin de finaliser un document pour l'élaboration de cette stratégie et son plan d'action. Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de la lutte contre la corruption. C'est le thème de la journée africaine de lutte contre la corruption dont les activités ont été lancées ce mardi à Bamako. Il s'agit de sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Reportage Nouroum Sissoko. La journée africaine de lutte contre la corruption est célébrée le 11 juillet de chaque année à travers le monde. Au Mali, l'activité est organisée par l'OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, en partenariat avec l'USEG, projet de lutte contre la corruption par et pour l'égalité des genres. Pour cette 8e édition, la journée est placée sous le thème « Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de la lutte contre la corruption ». La protection des lanceurs d'alerte est devenue une préoccupation croissante dans les conventions internationales en particulier, en raison de l'importance accrue accordée à la transparence, à la responsabilité dans la gouvernance mondiale et à la prévention des actes de corruption. Notre pays est en phase de relecture de ses codes pénals et de procédure pénale. Cette relecture prévoit des mesures de protection plus efficaces des lanceurs d'alerte. Justement, le Canada travaille aux côtés du Mali depuis plusieurs années dans la mise en place de politiques indispensables dans la lutte contre la corruption. La protection des lanceurs d'alerte est plus que jamais d'actualité quand on sait que ces personnes, à travers la circulation des informations et la dénonciation des cas de corruption, risquent parfois leur vie pour plus de transparence dans la délivrance des services sociaux de base, pour plus d'emplois pour les jeunes, pour les femmes et pour le développement socio-économique du pays.
Le Canada encourage fortement et soutient le Mali dans ses initiatives pour la protection des lanceurs d'alerte, qui constituent un maillon essentiel dans la lutte contre la corruption. Selon la Banque africaine de développement, la corruption engendre une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars, soit 25% du PIB du continent. Le journalisme sensible au conflit, c'est l'intitulé d'une session de formation organisée à l'intention de 100 journalistes, blogueurs et activistes des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako. Une formation continue qui vise à mieux outiller ces hommes et femmes de médias sur le traitement de l'information à un moment où notre pays fait face à une guerre informationnelle. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Dans un monde où la désinformation, les fake news ou encore la guerre informationnelle prennent le dessus sur la bonne, la vraie information, la formation des acteurs du domaine s'avère plus que nécessaire. C'est bien la motivation de cette session de formation de 100 journalistes, blogueurs et activistes venus de Bamako, Sikasso, Ségou et du district de Bamako. Ils apprennent des notions sur le journalisme sensible au conflit. Une initiative de Salif Sanogo, journaliste de formation avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis au Mali. Pour pouvoir renforcer son logiciel, il faut une formation continue afin de mieux maîtriser les nouveaux outils. Et aujourd'hui, nous les journalistes, on a encore plus besoin de formation continue puisque les choses ont beaucoup évolué dans la pratique du métier. Et avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, on est face à certaines crises qui sont vraiment très difficiles à cerner quand on ne maîtrise pas son métier. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui s'inscrit dans nos objectifs plus larges des droits de l'homme et de la paix. La capacité à réaliser des reportages précis et éthiques, en particulier en temps de conflit, est essentielle à la santé de toute société. Pendant 2 jours, les participants se familiariseront avec des modules comme le traitement de l'information en temps de conflit, comment un journaliste doit se comporter dans une zone de conflit, le respect de l'éthique et de la déontologie. Il est également prévu des exercices pratiques dans les conditions du direct. J'appelle vraiment nos confrères à plus d'assiduité, à plus d'engagement et de rigueur parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de bénéficier de tel genre de formation. C'est des modules très importants, les journalistes sensibles au conflit. Ça vous permet vraiment de pouvoir travailler et dans la sécurité et de façon très professionnelle. Je me permets d'attirer votre attention sur la dangerosité progressive du monde d'aujourd'hui. À cet effet, tous ceux qui font de l'opinion publique doivent y apporter toutes leurs capacités pour réduire, voire enrayer les sources des différents maux qui fragilisent aujourd'hui notre humanité. J'espère pouvoir compter sur votre sens élevé des responsabilités qui doit avoir comme sacerdoce l'observation scrupuleuse des règles de l'éthique et de déontologie de votre profession. Et le ministre de conclure en ces termes. Cherchez l'information, vérifiez l'information, confirmez l'information, publiez les informations utiles, voire même parfois inutiles, mais ne publiez jamais d'informations nuisibles. Les travaux d'immatriculation des nouveaux bacheliers de 2024 se déroulent à Ségou. La rencontre vise à doter chaque admis d'un identifiant unique pour une meilleure gestion des effectifs dans les facultés et instituts et la traçabilité des étudiants. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails avec Ramata Konaté et Moussa Fofana. Bientôt, les 48 347 nouveaux bacheliers de 2024 vont disposer de leur identifiant unique. L'atelier d'immatriculation de ces bacheliers vient de démarrer à Ségou. Cet atelier est bien plus qu'une simple réunion d'information. C'est une opportunité unique de collaboration, de partage et d'innovation pour les techniciens de nos différents services afin de produire un résultat commun bénéfique pour tous. Ces 5 journées d'échange entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont très importantes pour le département. L'immatriculation permettra d'aboutir, entre autres, à une meilleure gestion des fonds publics, une maîtrise des effectifs étudiants, une traçabilité du parcours des étudiants, une gestion efficace
efficace de la bancarisation des allocations financières des étudiants, la disponibilité d'une base de données fiable pour les systèmes intégrés de gestion du CENU, SIGU, pour Campus Mali et les différentes institutions d'enseignement supérieur du Mali. Cet atelier national est couplé à la signature d'une convention entre le CENU, Centre national des œuvres universitaires, et l'APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. Une convention qui vient renforcer l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur en faveur de la protection des données personnelles des étudiants du Mali. Le président de l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture islamique, Moustapha Traoré, est reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été réélu ce samedi à l'issue du 5e congrès ordinaire de l'organisation à la tête d'un bureau de 39 membres. Les congressistes ont mis l'occasion à profit pour faire le bilan des activités et dégager les perspectives. Tchemoko Konate. Moment de retrouvailles pour les membres de l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture islamique. C'est à la faveur de ce 5e congrès ordinaire à l'issue duquel les participants ont procédé au renouvellement du bureau. Candidat à sa propre succession, Moustapha Traoré préside aux destinées de l'organisation pour un nouveau mandat de 5 ans. Outre le renouvellement du bureau, les congressistes avaient fait auparavant le bilan des activités avant de se prononcer sur les perspectives. Parmi ces activités, on retient notamment la mise en place de nouveaux bureaux représentatifs de l'organisation dans d'autres localités du pays et l'élaboration de nouveaux manuels scolaires. Destino Mendersa, sur la base de l'ancien programme, n'est-ce pas, qui existait et qui est toujours au cours d'exécution. Et nous avons aussi la chance de participer au nouveau programme, n'est-ce pas, Destino Mendersa, qui est l'enseignement bilingue. Cependant, le chemin reste parsemé d'embûches pour l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture islamique. Allusion aux difficultés liées à l'intégration, à l'assurance maladie obligatoire et à la retraite. Les enseignants permanents ne sont pas nombreux. En plus, les salaires sont minimes. L'AMO et l'INPS, on n'en parle pas. Selon les textes, le contrat à durée déterminée est renouvelable une seule fois, mais c'est le contraire. Beaucoup sont payés 9 sur 12. Même ce paiement-là aussi, souvent, c'est problématique. Nous avons fait un cri, n'est-ce pas, d'alarme auprès de l'État par rapport à cette situation qui nous a renvoyé vers le CNT, mais malheureusement, nous n'avons eu aucune issue par rapport à ce cri d'alarme. Entre autres difficultés qui seront débattues avec à l'appui des propositions. Eu égard à l'immensité des défis, les membres du nouveau bureau placent ces mandats dans la poursuite des actions engagées. Et autre congrès, celui de l'Association des femmes catholiques du Mali. Il s'agissait au cours de cette rencontre de discuter des statuts et règlements de l'association, d'échanger sur les préoccupations des femmes catholiques et de procéder au renouvellement de son instance dirigeante. À l'issue des travaux, Sidibé Lucienne Keita a été reconduite à la tête de l'association pour un mandat de 3 ans. Boukari Koulibaly et Abou Kone. Pour ce 9e congrès statutaire de l'Association des femmes catholiques du Mali, plus de 200 participantes ont répondu à l'appel de l'organisation. Venus des diocèses, les congressistes ont échangé durant 2 jours sur les questions liées au bon fonctionnement de l'association et procédé à la mise en place d'un nouveau bureau. Les membres de l'association ont renouvelé leur confiance à Lucienne Keita. Elle dirige désormais un bureau de 25 membres pour une durée de 3 ans. Les femmes nous ont renouvelé leur confiance et nous prions pour que nous travaillions vraiment à leurs souhaits. Ce mandat, c'est toujours pour l'apaisement. Comme tout le monde sait, la situation actuelle du pays, c'est pour travailler à pouvoir prendre aussi notre part pour la réconciliation et pour la paix que nous cherchons tant. Placé sous le thème « La mission des femmes catholiques pour une église synodale dans un Mali réconcilié et paisible », ces assises ont été couronnées par des recommandations. Il y a d'abord la formation sur une foi vivante. Pour la foi des femmes doit être enracinée. Il y a aussi l'aspect de la rencontre avec la foi catholique et les cultures ancestrales. Elles ont recommandé notamment qu'avant le Mali Koura, il y a le Mali d'Inkoura. Et que ce sont les femmes qui sont les moules de ces Mali d'Inkoura. Ce congrès qui se tient tous les 3 ans a été mis à profit pour prier et louer le Seigneur pour le retour de la paix et du vivre ensemble dans notre pays.
L'amélioration du taux d'électrification dans les zones de couverture, c'est l'objectif du projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous. Un projet lancé en 2002 sur financement de la Suède. Le deuxième comité de pilotage du projet fait le bilan des acquis. Et l'Union européenne comme nouveau partenaire financier. Batraoré. Le Mali fait face à des défis énergétiques importants en termes d'accès et de qualité d'accès selon les responsables de l'ONG GIRES ou Solidarité climatique en action. C'est pour contribuer à l'amélioration du taux d'électrification au Mali par la production d'énergie renouvelable que les responsables de l'ONG GIRES ont lancé le projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous en 2022. Le projet qui a enregistré des résultats probants tient son deuxième comité de pilotage dans un contexte particulier. Ce second comité de pilotage est marqué par l'arrêt du financement suédois et qui sera remplacé par le financement de la délégation de l'Union européenne. Mais il y a des résultats qui ont en effet été engrangés avec le financement suédois, qui est notamment la construction de 5 zones d'activité électrifiées et de 5 périmètres maraîchers qui sont en chantier actuellement et que nous devons incessamment mettre à la disposition des très petites entreprises bénéficiaires. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action 2024 et va donc augmenter de manière pérenne les capacités de production d'énergie renouvelable et améliorer la résilience économique des très petites entreprises et des acteurs locaux, tant la société civile que les collectivités locales. Selon la Direction nationale de l'énergie, le taux d'électrification est très faible au Mali, estimé à 55% en milieu urbain et seulement 20% en zone rurale, d'où la pertinence de ce projet. L'objectif du gouvernement et de notre département, c'est de fournir l'énergie à la majorité de la population pour contribuer au développement socio-économique du pays. Donc vous voyez que forcément, ça cadre avec les objectifs de la politique du Mali. En 3 ans de mise en œuvre, le projet Accès à l'énergie durable pour toutes et tous a appuyé 600 ménages et généré 375 emplois indirects dans la région de Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kaye. Il prendra fin en 2027 selon ses responsables. Voilà un projet lancé en 2022 et tenu de la 12e session ordinaire à mi-parcours du Centre de formation, perfectionnement et de statistiques. Les administrateurs ont examiné l'état d'exécution du rapport d'activité et du budget au 30 juin 2024 en vue de leur adoption. Reportage Nouhoum Sissoko. Le CFP Stat, Centre de formation et de perfectionnement en statistique conformément à sa mission, contribue à la formation des ressources humaines de qualité du système statistique national. La 12e session ordinaire de son conseil d'administration passe en revue les activités réalisées et le niveau d'exécution du budget au cours du premier semestre 2024. Le CFP Stats a, à mi-parcours de l'année 2024, exécuté 38,1% des activités programmées, dont l'organisation sur fonds propres du concours d'entrée à l'Institut de formation et de recherche démographique IFOR, la participation à l'organisation des concours d'entrée aux écoles de statistiques africaines, l'organisation des cours de soutien aux candidats des concours de l'IFOR et des ESA grâce au financement du projet régional d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre FASAO-C, l'organisation enfin du café statisticien du CFP Stat pour sensibiliser les étudiants et les sortants du centre sur le métier de statisticien afin de les positionner sur le marché de l'emploi. Le budget 2024, les recettes et les dépenses s'équilibrent à hauteur de 856 millions de francs CFA. C'est-à-dire à mi-parcours, et la réalisation des recettes est de 34% et l'exécution des dépenses est de 24%. En dépit des efforts, le centre est confronté à de multiples défis pour l'atteinte de ses objectifs. Nous sommes confrontés à l'insuffisance des ressources humaines et également à la lenteur dans l'exécution des travaux de construction du siège, ce qui empêche
la réalisation de toutes les activités qui sont programmées. Nous nous attelons à la création d'un cycle supérieur au CFP Stat. Par ailleurs, le CFP Stat a lancé son concours de recrutement d'élèves techniciens supérieurs de la statistique prévu les 28 et 29 septembre prochains. La société de microfinance Baobab Mali organise des journées portes ouvertes à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. L'objectif est d'informer durant 3 jours les opérateurs économiques sur l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Compte rendu, Barakissa Ouattara. L'une des plus grosses difficultés auxquelles les petites et moyennes entreprises sont confrontées demeure la problématique du financement. Présente au Mali depuis plus de 10 ans, l'institution de microfinance Baobab Mali a justement pour mission d'offrir des services financiers accessibles et adaptés aux besoins des personnes exclues ou mal servies par le secteur financier. À la faveur de 3 jours de portes ouvertes, Baobab Mali a mobilisé tout son staff afin d'éclairer la lanterne de ses clients, partenaires et du grand public. Il est fondamental pour les clients avec qui déjà nous travaillons de pouvoir les écouter pour ensemble qu'on puisse améliorer ce que j'appelle le parcours client. Effectivement, dans le cadre depuis l'entrée en relation jusqu'au décaissement ou jusqu'à la satisfaction du besoin du client, des fois il se peut qu'il y ait des difficultés, des incompréhensions. Donc il est fondamental de les écouter, de corriger et de mieux avancer. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali, dans sa mission d'appui et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, partage la même vision que Baobab Mali. Baobab est une institution de microfinance qui a des solutions adaptées à certaines réalités. Et surtout pour qui connaît la place du secteur informel dans notre économie, il va de soi qu'aujourd'hui, le temps est venu pour nous de pouvoir trouver des solutions vraiment adaptées à ces structures-là. Au terme des 3 jours de portes ouvertes, Baobab Mali signera une convention de partenariat avec la CECIM pour une mutualisation des efforts afin de faire prospérer les petites et moyennes entreprises. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies en partenariat avec la fondation Mastercard viennent de mettre à la disposition du Mali un important lot de matériel destiné à renforcer les capacités de stockage des vaccins dans les structures de santé. Ce don d'une valeur de plus de 365 millions de francs CFA est le fruit d'un partenariat fécond entre le gouvernement et Africa CDC. Plus de détails avec Dr Yumassal Koulibaly, conseillère technique santé publique. La présente donation est estimée à un montant de 365 605 644 francs CFA, composé de 11 réfrigérateurs électriques, 11 congélateurs, 32 réfrigérateurs solaires, 40 caisses isothermes, 70 porte-vaccins, 2000 enregistreurs de température et 23 systèmes de surveillance solaire de la température à distance. Ces équipements viennent à point nommé car ça permettra de renforcer la capacité opérationnelle de nos structures de centres de santé dans la conservation et le suivi de la qualité des vaccins de routine. C'est le lieu pour moi, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et au nom des plus hautes autorités, de manifester toute notre gratitude et notre reconnaissance à Africa CDC qui a toujours été aux côtés du Mali malgré le contexte difficile en faveur de la santé du peuple malien. Le nouveau gouverneur de la région de Bandiagara, le colonel-major Olivier Diassana, a prêté serment ce lundi 9 septembre 2024 devant le procureur du tribunal de grande instance de Bandiagara. La cérémonie de prestation s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs des autorités coutumières et religieuses. Après la lecture du réquisitoire, le président du tribunal a prodigué des conseils au nouveau gouverneur avant de le renvoyer dans ses nouvelles fonctions. Le colonel-major Olivier Diassana s'engage à travailler pour la restauration de l'autorité de l'État et favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Notre chronique judiciaire d'aujourd'hui s'intéresse au principe du contradictoire. Le principe du contradictoire est un principe qui rapproche les notions de droit de la défense dans la loyauté et dans l'équité. Il s'impose aux parties et aux juges. Le dit principe est garanti à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuves à partir desquels elle sera jugée. Allons à la connaissance du principe du contradictoire avec Garibou Pérou et Siriki Koulibaly. Opposer les points de vue est le fondement du contradictoire, principe au terme duquel chaque partie doit connaître et discuter les observations ou preuves écrites ou orales produites devant le juge. Jugement rendu en audience publique, ici la personne doit être considérée comme n'ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié ne soit rapportée. Il est écrit que nul ne peut être jugé s'il n'a été entendu ou appelé. C'est précisément une application de ce principe-là. Nul ne peut être jugé s'il n'a été entendu ou appelé. On peut juger quelqu'un après l'avoir appelé si la personne ne comparaît pas. Mais il faut forcément l'appeler. La personne peut être convoquée par le procureur ou même par son adversaire, si nous sommes en matière civile. Et lorsque la convocation est suivie des faits, et tant mieux, donc le procès se déroule. Mais lorsque la convocation n'est pas suivie des faits, il va falloir passer par la voie de la citation directe. C'est-à-dire que le procureur établit ce que nous appelons une cédule de citation qu'il adresse à l'huissier, au commissaire huissier de justice. Et cette cédule permet à cet officier ministériel donc d'appeler la personne qui doit comparaître. Mais si la citation n'est pas régulière, le tribunal est obligé de renvoyer. C'est pourquoi vous assistez très souvent à des renvois répétitifs. Ces principes s'appliquent en matière civile et pénale et à toutes les phases du procès. Les parties doivent échanger dans la légalité, cela dans un calendrier raisonnable. La citation qui est délivrée à cette personne doit être délivrée dans un certain délai. Et ce délai doit être respecté. Ce délai est de 15 jours. Lorsque la personne réside, disons, si c'est le tribunal de Ségou, lorsque la personne réside à Ségou, le jour où la citation est délivrée et le jour où la personne doit comparaître, il faut 15 jours. Et si la personne n'est pas dans la ville de Ségou, mais plutôt dans le ressort judiciaire de Ségou, ce délai est de 1 mois. Et si la personne n'est pas non plus même dans le ressort judiciaire de Ségou, mais se trouve au Mali, le délai est de 2 mois. Et si la personne est en Afrique, hors du Mali, c'est 3 mois. Et ça va à 4 mois si c'est hors d'Afrique. La loi a déjà précisé ça. Donc, la citation est faite à personne, c'est la meilleure des citations, c'est-à-dire que la personne qui doit comparaître, l'huissier la trouve là-bas et lui remet la citation et fait signer une décharge. Et si la personne n'est pas là-bas, l'huissier peut quand même servir la citation à domicile. Ça, c'est la deuxième forme. Et elle peut être citée aussi à mairie. La citation peut être faite aussi à la personne du chef de circonscription administrative. Le chef de circonscription administrative peut prendre la citation et la placarder. Et la citation peut être faite à parquet. C'est-à-dire que si l'huissier ne trouve personne, il vient au parquet et il cite la personne à la personne du procureur de la République qui vise l'original. Et la citation doit aussi préciser toutes les informations nécessaires à la personne, c'est-à-dire le jour de l'audience, l'heure, le lieu de l'audience, et si c'est en matière pénale, l'infraction qui est poursuivie, et même les références de droit de cette infraction-là. Et si c'est en matière civile, la citation doit préciser le motif. Le principe du contradictoire implique la connaissance des documents en termes d'information, le secret procédural et le droit de comparution. L'adversaire appelé ici défendeur doit connaître qu'une procédure est engagée contre sa personne. Le principe du contradictoire, ce n'est pas seulement entre les parties, ça s'impose au juge lui-même. Ça s'impose à lui. S'il veut faire une expertise, il doit notifier aux deux parties et recevoir
en ce moment leurs observations. Il ne peut pas informer une partie et laisser l'autre. Le respect du principe du contradictoire ou de la contradiction est un droit énoncé dans l'intérêt général et ces droits existent dans toutes les procédures, qu'elles soient civiles, administratives, pénales ou disciplinaires. C'est d'ailleurs grâce à ces principes du contradictoire qu'on voit fort étrangement le faible terrasser le plus fort. Et à présent, un mot de littérature avec cette nouvelle parution, l'idéologie politique de Modibo Keïta et Sékou Touré, de 1945 à 1984, tome 1. L'auteur du livre s'appelle Abakari Touré. Il est enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Le livre, selon son auteur, aborde plusieurs thématiques qui correspondent à la dynamique actuelle au niveau de la sous-région. L'ouvrage comporte 301 pages et est édité par l'Harmattan. Nous ouvrons la page AES après la signature du traité de la Confédération des États du Sahel. AES, les jeunes des 3 pays décident de la création de la Confédération des peuples de l'AES, une structure qui regroupe toutes les organisations de la société civile de veille citoyenne et les mouvements de soutien aux dirigeants de l'AES. Elle a pour mission l'intégration, l'union, la solidarité entre les peuples des 3 pays. La Confédération des peuples de l'AES a un mémorandum et une charte qui sera signée le 16 septembre prochain à Bamako lors du lancement des activités de cette confédération. Plus de précisions sur cette structure avec Jean-Edes Bayala et Moussaki. Voici en image la charte et le mémorandum de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une structure créée au Mali et appelée l'initiative de Bamako par les organisations, associations et mouvements de soutien aux dirigeants des 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous avons dit que nous, on ne va pas laisser nos présidents seuls sur le terrain. Et nous avons décidé, mais dans la main, Mali, Niger, Burkina qui devient la même famille, pour mettre en place cette structure. C'est pour que nos chefs d'État sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. Et ça nous va droit au cœur. Et c'est de ça que nous, en tant que jeunesse, nous en avons besoin. Des chefs d'État qui se démarquent des puissances impérialistes, des chefs d'État qui ne sont pas des valets, qui cherchent leur souveraineté. Dans son organisation, la Confédération des peuples de l'AES a des coordinations nationales, des points focaux et un conseil dans les 3 pays. Elle a pour mission la mobilisation de toutes les couches sociales pour réussir le rêve de l'AES, l'union et la souveraineté politique, économique des États africains. L'un des objectifs de la Confédération des peuples de l'AES, c'est de pousser à l'agrandissement de la Confédération de l'AES qu'on appelle la CEIES et à l'intégration de tous les peuples africains. Nous sommes tous un, nous sommes un même peuple, nous avons le même sang. C'est dans l'union en réalité que nous aurons notre force pour combattre l'ennemi. Les responsables de la Confédération des peuples de l'AES comptent mener plusieurs activités en lien avec le renforcement de l'intégration culturelle et la formation des jeunes. Des initiatives qui seront mises en œuvre après le lancement officiel des activités de la Confédération, prévu le 16 septembre prochain à Bamako. Il faut qu'on mette l'accent sur la culture. Activités culturelles, nous pouvons essayer de faire des expositions. Donc je pense qu'à l'issue de ces activités, nous aurons des panels à haut niveau des 3 pays et nous allons essayer de mettre en place aussi la sensibilisation. Au-delà des 3 pays, la Confédération des peuples de l'AES reçoit le soutien de la diaspora. Un mouvement d'ensemble pour partager les idéaux des 3 chefs d'État avec en ligne de mire l'indépendance totale de la Confédération des États du Sahel.
Suite à la forte pluie tombée le dimanche 8 septembre dernier, plusieurs infrastructures routières ont cédé, interrompant le trafic sur des axes routiers. C'est le cas des ponts de Tarfila et celui de la commune rurale de Kourounian. Les techniciens du ministère en charge des infrastructures sont à pied d'œuvre pour soulager la peine des usagers sur ces tronçons. Reportage Sayouba Mambouné, Ali Traoré et Betibik Naon. Encore des infrastructures endommagées par les eaux de pluie. Sur la route nationale numéro 7, sur l'axe Bobo-Dioulasso-Banfora, ce pont dans le village de Tarfila a cédé suite à la furie des eaux de la forte pluie du dimanche 8 septembre dernier. Comme les eaux viennent à cet ouvrage-là de façon conséquente, ça veut dire que ces eaux-là ont entraîné un affouillement au niveau de la base de l'ouvrage. Et surtout au niveau des murs en aile. Et c'est ces affouillements-là qui ont provoqué l'effondrement du mur en aile. Et quand le mur en aile est tombé, l'eau a attaqué le remblai du bloc technique, qui a cédé. Autre lieu, même constat. Ici, dans la commune rurale de Kourounian, l'eau a littéralement créé un grand trou sur la chaussée. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur les usagers. On a quitté hier Ouagadou pour le départ de 10h pour Banfora. Donc on est arrivé ici aux environs de 19h moins. Depuis là, on est là. C'est grâce aux habitants du village qu'on est arrivé, ils nous ont arrêtés. Sinon, nous, on allait rentrer dedans. Nous avons pris des dispositions, on a déjà mobilisé une entreprise et nous travaillons à rétablir le trafic dans le meilleur délai. Il faut dire qu'il y a une déviation qui existe. À partir donc de Banfora, on passe par Limordougou, on rejoint Bériga et on rejoint donc la RN7. En attendant de trouver une solution durable les jours prochains, les techniciens du ministère en charge des infrastructures sont à pied d'œuvre pour rétablir la circulation dans les plus brefs délais. Invite est faite aux usagers à plus de prudence et au respect des consignes édictées par les forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Niamey, la capitale du Niger, abrite depuis hier la 3e conférence scientifique internationale sur le changement climatique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Cette rencontre est placée sous le thème « Les événements climatiques extrêmes et risques de catastrophes en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Elle regroupe des experts, chercheurs, partenaires et décideurs venus de différents horizons. Le compte-rendu de nos confrères de la télévision nigérienne, Nafissa Badamassi et Abdoulaye Ali. C'est en somme un forum grand format de donner et de recevoir entre les experts de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Une 3e édition de la conférence scientifique internationale sur le changement climatique organisée par l'Agrimet. Une rencontre qui intervient à un moment décisif de l'histoire où le monde en général et l'Afrique en particulier fait face à un changement climatique impactant ainsi le secteur de l'agriculture, sans oublier les inondations et autres catastrophes naturelles. Prenant la parole à cette rencontre, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, celui de la commission climatique pour la région du Sahel, le commissaire en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement à la commission de l'UEMOA ont tour à tour évoqué l'importance de la tenue de cette conférence placée sous les thèmes événements climatiques extrêmes et risques de catastrophes en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Éminents scientifiques et chercheurs, il faut agir, agir vite, pour améliorer notre résilience face à ces phénomènes de changement climatique. Ce qui m'amène à m'interroger, quelles solutions proposerez-vous pour nos producteurs agricoles et éleveurs? Face à ce phénomène mondial, une large coopération et solidarité entre les institutions régionales, les États pour anticiper les risques liés au climat et mieux préparer les communautés à faire face à la variabilité et au changement climatique s'impose. Nous devons travailler pour améliorer significativement nos politiques publiques en matière de gestion des crises, des catastrophes naturelles qui deviendront de plus en plus récurrentes.
Pour ce faire, nous devons mettre en place, chacun en fonction des spécificités, des mécanismes technico-politiques dédiés à la gestion des catastrophes naturelles et impliquant toutes les parties prenantes. Pendant 3 jours, les experts, chercheurs, partenaires et décideurs venus de multiples horizons vont échanger et partager les expériences autour de la thématique afin de trouver une solution pérenne de ce phénomène que le changement climatique dont l'impact se sent avec acuité sur les populations et leur cadre de vie. Sport, football, éliminatoire, Cannes, Maroc 2025. Les Aigles du Mali en déplacement ont battu cet après-midi Eswatini par le score de 1-0. Un but marqué par Yves Bissouma. Juste après la rencontre, nos envoyés spéciaux, Ali Djoumatina et Gaussou Achtouré, ont tendu leur micro respectivement au capitaine Yves Bissouma et au sélectionneur. Je vous propose d'écouter leurs réactions. L'essentiel aujourd'hui, c'était les 3 points et chose qu'on a fait. Maintenant, après, dans le match, vous savez, on était à l'extérieur. Vous savez, c'est toujours pas facile de jouer à l'extérieur. Mais bon, on a fait avec ce qu'on avait. Parce que voilà, le voyage a été long. On est arrivé à 1 jour et demi du match. Il fallait aussi récupérer. On n'a pas beaucoup fait trop de séances d'entraînement. Mais bon, voilà, je pense qu'on a... On a essayé, on a voulu gagner ce match-là, on l'a gagné. Voilà, on a fait des bonnes choses, comme aussi on a aussi fait des erreurs qu'on va corriger pour les prochains matchs. Et je pense que les prochains matchs seront meilleurs. Je suis content avec les 3 points. Je pense au premier mi-temps, on a joué bien, on a beaucoup de possession de ballon. Seulement, ce qui manque, c'est qu'on doit marquer plus de buts. Au premier mi-temps, on a marqué plus vite le premier but, peut-être un peu plus vite. Mais Eswatini n'est pas dangereux. Seulement en deuxième mi-temps, les premières 25 minutes, Eswatini créait des problèmes pour nous sans créer des vraies occasions. Mais on n'a pas joué au deuxième mi-temps, première part du deuxième mi-temps, on n'a pas joué notre jeu. Et ok, on a des blessures avec Yves, avec Djinepo, mais je pense que les gars qui rentrent avec Koita, avec Sangaré, avec Hamadi, ils font très bon travail. Et les dernières 15 minutes, on a des grandes occasions pour marquer le 2-0. C'est vraiment dommage parce que pour nous, c'est mieux qu'on peut gagner avec plus de buts pour le ranking, mais aussi pour donner les supporters qui vu la télé quelque chose extra. Mais on est content avec les 3 points. Mais dans la future, on veut naturellement gagner ce match avec plus de buts que 1-0. Après 2 journées, les Aigles du Mali sont co-leaders du groupe I avec les Mambas du Mozambique, 4 points chacun. La Guinée-Bissau est 3e avec 3 points et Eswatini ferme la marche avec 0 points. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la plateforme Fusi Mali félicite les autorités chinoises et le peuple chinois de l'accueil exceptionnel réservé à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors du forum sur la coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre 2024. La plateforme Fusi Mali félicite particulièrement son Excellence Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour la grande marque de considération accordée à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Azimai! Azimai!